Guillaume Duval, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du mensuel Alternative économique, dont le dernier numéro est consacré à l'emploi, pour lequel le gouvernement vient de décréter un plan d'urgence, et pour cause, puisque le président Hollande a conditionné sa candidature en 2017 à l'inversion de la courbe du chômage. Première question, une mesure phare de ce plan, si ce n'est la mesure phare, c'est de miser sur la formation avec cet objectif 500 000 chômeurs supplémentaires en formation dans la prochaine année, jusqu'en 2017. Est-ce qu'on n'est pas là dans un bricolage statistique, surtout que, à vous lire, la France n'est pas si mal située en Europe dans ce qui concerne la formation de chômeurs? Tout d'abord, un premier point sur votre introduction. L'urgence, elle n'est pas simplement politique pour François Hollande par rapport à ses promesses, elle est aussi sociale. Vraiment pour le pays. C'est vrai que ça accélère la désagrégation de la société française, ce chômage de masse qui dure et qui s'est beaucoup aggravé dans la crise. Donc sinon, sur la formation, oui, la France n'est pas si mal passée qu'on le dit sur le terrain de la formation des chômeurs, mais on dépense pas mal d'argent par rapport aux autres, mais pour autant, on forme quand même moins de chômeurs, notamment moins de chômeurs que les Allemands. Donc on dépense beaucoup, beaucoup entre guillemets, un peu d'argent sur quelques chômeurs, mais c'est vrai que l'idée d'en former 500 000 de plus, c'est-à-dire de doubler le nombre de chômeurs qui sont formés chaque année, fait du sens. Tout est autant que ce soit des formations longues, de qualité. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a une interrogation parce que les 2 milliards qui sont prévus là-dessus au niveau de l'État semblent très insuffisants pour assurer une formation de cette ampleur, de ce type-là. Il faudrait à peu près le double. Alors, l'État doit trouver des cofinancements. Si ces cofinancements sont de piquer l'argent de la formation des salariés, ce n'est pas forcément sans inconvénient à ce niveau-là, du fait que notamment, d'autant plus que notamment le compte personnel de formation a quand même eu comme résultat pour l'instant d'assécher beaucoup la formation des salariés en poste. La mise en place difficile du compte personnel de formation. Et d'autre part, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure les régions, dans la nouvelle configuration politique, vont suivre elles aussi. Donc là-dessus, beaucoup d'interrogations. Mais au bout du compte, ce n'est pas une mauvaise chose. Ceci dit, la formation n'a jamais créé d'emploi par elle-même. Donc, mais là, ça fait sortir des chômeurs de la statistique, de la catégorie A. Ça présente cet avantage à court terme, mais c'est une bonne chose à long terme si ça élève la qualification des Français et des chômeurs en particulier peu qualifiés, mais ça ne crée pas d'emplois. Ça peut permettre de remplir un certain nombre des emplois non pourvus, mais les estimations qui courent aujourd'hui sur les emplois non pourvus sont en général très surestimées. Enfin, c'est beaucoup plus faible qu'on ne le dit. Un autre projet qui est dans les tuyaux, c'est la refonte du Code du travail. Est-ce que vous pensez, on imagine que non, mais comme le dit le patronat, qu'il faut pouvoir licencier plus facilement pour pouvoir embaucher plus facilement ? Alors, de nos jours, en France, ce n'est pas très difficile de licencier. Les licenciements tant individuels que collectifs sont plus faciles en France qu'en Allemagne en particulier. Ce n'est pas Alternative économique qui le dit, c'est l'OCDE. Par ailleurs, les ruptures conventionnelles dont on parle beaucoup, donc le fait de s'entendre pour se séparer, sont un moyen très aisé de se séparer des salariés, trop aisé même au dire de certains et notamment du patronat, puisque ça pèse ensuite très lourdement sur les comptes du chômage, notamment pour les salariés âgés. Donc ce n'est pas vraiment très difficile de se séparer de quelqu'un. Ce qui est prévu dans la réforme qui est envisagée, c'est quelque chose qui est assez scandaleux en soi, c'est-à-dire de limiter les indemnités dues aux salariés en cas de licenciement abusif. C'est-à-dire c'est de donner en gros le droit au patron de licencier abusivement des salariés sans cause. Ça, c'est vraiment assez grave du point de vue du droit, et je ne pense pas que ça suffise. Enfin, ça menace gravement les droits des salariés, et ça paraît un abus magistral. Je ne pense pas que ça puisse suffire à justifier n'importe quelle embauche. Je ne crois pas que ça dépende de ça. Après, sur le reste des réformes du Code du travail qui sont prévues, le fait de favoriser les accords d'entreprise aux dépens des accords de branche et du droit du travail, ça, je pense que c'est une dynamique qui est extrêmement dangereuse dans le contexte. Qui est pourtant plus ou moins actée. Plus ou moins actée. Enfin, on attend encore le détail des mesures. Beaucoup de choses se jouent dans le détail dans ces choses-là. C'est une mesure qui est extrêmement dangereuse dans le contexte actuel, dans la mesure où au niveau de chaque entreprise, dans un contexte de chômage de masse, les employeurs ont beau jeu de faire le chantage à la délocalisation, à la fermeture, et ça risque de nous emmener dans une spirale de moins-disant social, non seulement sur le temps de travail, mais sur les revenus, sur les conditions de travail, etc., assez facilement. Et là, je crois qu'on ouvre une boîte de Pandore très dangereuse
non seulement pour les salariés, mais aussi pour les entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on va aboutir à n'importe quoi comme situation concurrentielle entre entreprises elles-mêmes. Ce n'est pas simplement le mouvement ouvrier, les luttes des travailleurs qui ont abouti à un droit du travail et à une certaine unification des règles, c'est aussi la volonté des entreprises d'avoir une concurrence à peu près équilibrée entre elles, de ne pas se tirer la bourre sur les salaires, sur le temps de travail, etc. Donc là-dessus, on casse toute l'unité du marché du travail en faisant ça, et ça risque d'être assez mauvais pour tout le monde. Mais est-ce qu'on peut lutter contre le chômage structurel sans solutions qui, entre guillemets, font mal, sans baisser les salaires, sans toucher au SMIC? Alors c'est vrai que multiplier les travailleurs pauvres, avec des salariés à temps partiel féminins à temps très partiel, comme l'a fait l'Allemagne en particulier, ou alors avec beaucoup de travailleurs indépendants. La grande majorité des travailleurs pauvres en France, ce sont des travailleurs indépendants. Il y a 6,5% des travailleurs salariés qui sont des travailleurs pauvres et 20% des travailleurs indépendants. Donc multiplier les indépendants comme veut le faire le gouvernement, notamment en élevant le seuil sur les auto-entrepreneurs et les choses comme ça peut être un moyen de lutter contre le chômage, mais c'est multiplier aussi en même temps les travailleurs pauvres, et je ne pense pas que ce soit une solution, ni sur le plan social, ni d'ailleurs sur le plan économique. Ce n'est pas des baraques à frites dont le pays a besoin, c'est d'un certain nombre d'entreprises nouvelles, c'est vrai, mais plutôt des entreprises high-tech, à haut capital financier et à haut potentiel humain aussi. Donc je ne crois pas que ce soit en poussant les chômeurs à se mettre chacun à leur compte qu'on va résoudre les choses. Par contre, il y a d'autres types de mesures qui sont envisageables, c'est notamment la réduction du temps de travail. Alors je sais que les 35 heures ont laissé plutôt des mauvais souvenirs aux Français, je pense pour des mauvaises raisons, mais ce serait un autre débat. Mais je crois que si on n'est pas capable de reprendre la voie du partage du travail, on ne réussira pas à résoudre la question du chômage, même si on a un peu plus de croissance à l'avenir, avec 6,5 millions d'inscrits à Pôle emploi. Il faut reprendre ce dossier. Je pense qu'on peut le reprendre par d'autres biais que par le biais de la réduction du temps de travail hebdomadaire. Je pense que des temps de pause rémunérés, 6 mois de congé sabbatique tous les 5 ans ou 1 an de congé sabbatique tous les 10 ans, par exemple, répondraient mieux à une demande sociale et aurait les mêmes types d'avantages, mais aussi le même type d'inconvénients, de difficultés que les 35 heures par rapport aux 39 heures. Plus largement, est-ce que vous pensez que ce 10% de chômage, c'est un taux qui est vraiment compressible? Si on considère le mouvement d'automatisation de l'économie, aujourd'hui les caisses sont automatiques, les péages sont automatiques et toutes ces tâches à faible valeur ajoutée absorbaient une partie de l'emploi. Oui, on craint même que des tâches beaucoup plus qualifiées, comme celle du journaliste ou de banquier, soient demain automatisées elles aussi à travers tous ces dispositifs électroniques. Si c'était le cas, enfin ce sera probablement le cas en grande partie, je crois qu'on est capable, enfin je ne crois pas qu'aujourd'hui plus qu'hier, l'automatisation détruise irrémédiablement de l'emploi. On le disait déjà il y a 250 ans, il y a 200 ans avec les métiers à tisser, etc. Si ça détruit de l'emploi, je crois qu'on est capable d'en créer par ailleurs, d'inventer de nouvelles activités auxquelles on ne pense pas forcément aujourd'hui, qui sont capables de fournir de l'emploi. Et par ailleurs, si ça en détruit vraiment trop, on est capable aussi de faire autre chose que de travailler et de perdre sa vie à la gagner. Donc il y a toujours la réduction du temps de travail qui ne sert pas simplement à limiter le chômage, mais qui peut permettre aussi de vivre mieux en travaillant moins. Eh bien, merci beaucoup Guillaume Duval. Et puis je rappelle la parution du dernier numéro d'Alternative économique. Plan pour l'emploi, c'est le titre, ce qui peut marcher, ce qui va rater. Merci encore. Merci à vous.